Ok, donc je pense qu'on va commencer. Donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre conférence en ligne AJCF Talk intitulée Les discriminations, notre analyse, votre vécu, qu'il s'agit de notre premier événement, de notre partenariat entre l'AJCF et le réseau de recherche MAF. Et du coup, on a vraiment la chance de pouvoir inviter les deux représentants donc, du réseau MAF, Migration asiatique en France, avec Simon Wang. Bonjour, donc vous êtes sociologue et chercheuse au CNRS, Centre national de recherche scientifique, qui représente également donc aujourd'hui le réseau de recherche Migration asiatique en France. Bonjour. Bonjour. Et Li Yong, qui est post-doctorant à l'ENS de Lyon, sociologue également, et qui fait partie du réseau de recherche MAF également. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ok, alors je vais vous présenter un peu le déroulement de notre événement aujourd'hui, qui va durer donc de 14h30 jusqu'à 16h30 environ. On va faire ça en 3 parties. Donc la première partie, on va demander à Simon de nous faire une courte présentation donc du réseau de recherche MAF pour nous présenter un peu de quoi il s'agit. Ensuite, on va discuter un peu avec Young sur ses travaux de recherche par rapport à notre thème aujourd'hui des discriminations et en particulier sur l'expérience des discriminations des diplômés chinois en France sur le marché du travail. Et donc, c'était le thème de tes travaux de recherche, Young. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus et on sera ravis que tu nous expliques un peu plus les résultats de tes recherches. Et voilà. Ensuite, sur la troisième partie, on va vous présenter donc concrètement ce qu'on va faire sur ce partenariat entre la JCF et le réseau MAF. Donc un projet de recherche et d'action sur l'expérience des discriminations des personnes d'origine asiatique en France. Et on va ouvrir un peu la discussion puisque tous les participants, pour ceux qui le souhaitent, qui pourront nous le dire dans la conversation, eh bien, vous aurez l'occasion justement de dialoguer et de partager vos témoignages sur des témoignages de discrimination ou si vous avez vécu cette expérience, d'en discuter directement avec nos deux invités, qui sera donc un peu notre première étape dans le recueil des témoignages que l'on souhaite faire justement avec les projets qu'on met en place. Voilà. Donc sur les 2 premières parties, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à les laisser dans la conversation. Donc à la fin de chaque partie, on va piocher vos questions, donc on va les prendre et on pourra leur demander directement aux invités si vous en avez. Et sur la troisième partie, eh bien pour toutes celles et ceux qui souhaitent vraiment témoigner, dites-le nous dans la conversation. Et dans la troisième partie, eh bien on pourra justement faire cet échange de manière dynamique. Voilà, donc je pense qu'on va commencer sur la première partie et laisser Simon nous faire une présentation du réseau de recherche MAF que tu représentes. Bonjour à toutes et à tous. Merci Thomas pour l'animation et nous sommes très heureux de voir cet événement émerger aujourd'hui. Pour vous présenter un petit peu brièvement le réseau MAF, alors que c'est un réseau de recherche qui est pluridisciplinaire, qui a été créé en octobre 2019, donc qui est encore très jeune, avec le soutien du CNRS. Ce réseau réunit des chercheurs qui travaillent sur les migrations en provenance de l'Asie de l'Est et du Sud-Est à partir de leurs études de terrain et aussi leurs enquêtes empiriques qui sont menées en France. Et donc, en termes de disciplinaire, d'interdisciplinarité ou pluridisciplinarité, ce réseau accueille des chercheurs issus des disciplines suivantes. Donc, on peut commencer par sociologie, anthropologie,
sociologie, histoire, géographie, économie, sciences politiques, études asiatiques, mais aussi des études chinoises et médecine et santé publique. Et donc, pourquoi avoir créé ce réseau? Alors, la genèse de cette idée vient d'un double objectif, parce que l'idée est de créer ce réseau dans une perspective de longue durée. D'une part, de pouvoir favoriser les échanges et les coopérations scientifiques entre les chercheurs et jeunes chercheurs qui sont issus de différents établissements, différentes disciplines et des domaines de recherche, puisqu'on s'est rendu compte que souvent nos travaux se situent au croisement de plusieurs champs de recherche et parfois on est un peu isolé dans notre laboratoire de recherche, dans notre centre de recherche. Donc l'idée, c'est d'abord créer un lieu convivial de discussion et d'échange scientifique entre nous. Et d'autre part, l'idée est de promouvoir les échanges entre le monde de la recherche scientifique, donc le milieu académique, et la société civile, y compris vraiment la société au sens large, en incluant à la fois des acteurs associatifs, comme par exemple les membres de la GCF et territoriaux, mais aussi les médias, donc les journalistes qui s'intéressent à ces migrations asiatiques en France, aux acteurs du monde artistique, par exemple des cinéastes ou des réalisateurs, et également, on pense également aux enseignants dans le secondaire, qui parfois sont confrontés à des difficultés pour diffuser des connaissances sur les migrations asiatiques en France et également au grand public. Et donc, dans ce cadre-là, notamment dans ce deuxième cadre de promouvoir les échanges entre le milieu académique et la société, nous avons plusieurs partenaires qui sont à la fois associatifs, mais aussi qui relèvent par exemple, de la ville de Paris, des politiques publiques, etc. Et donc, la JCF est l'un de nos partenaires dans ce cadre avec le MAF. Et peut-être juste avant de terminer, je vais aussi m'attarder un petit peu à la présentation des membres, parce que ce réseau de recherche MAF regroupe 30 membres jusqu'à aujourd'hui, de statuts très différents. À la fois, il y a des chercheurs très confirmés, très seniors, qui sont des pionniers dans le champ des migrations asiatiques en France, comme Emmanuel Mamong, comme Yuxian Liv, comme professeur Li Minghuan, qui est basé en Chine, etc. Mais également des chercheurs et des jeunes chercheurs, des doctorants, des post-doctorants, mais aussi des étudiants en master. Et la majorité sont affiliés aux institutions et établissements qui relèvent de la France, mais également, parfois, on a aussi des membres qui sont basés à l'étranger par rapport à la France, je veux dire, donc en Belgique, au Canada et en Chine. Et également en termes de recherche, des pays d'émigration que les membres du MAF étudient couvrent plusieurs pays concernés, et on peut en citer Japon, Corée, Chine, Philippines, Vietnam, Cambodge. Et bien évidemment, ce réseau accueillera également avec vraiment une très bonne volonté, les autres chercheurs et jeunes chercheurs qui souhaiteraient bien évidemment nous rejoindre dans le cadre du MAF. Et en termes d'axes de recherche, nous essayons justement de regrouper les travaux menés par les membres du MAF autour de plusieurs axes structurants, parce que l'idée est de pouvoir encore une fois favoriser nos échanges entre nous et également pouvoir travailler ensemble à un moyen et à un long terme. Et aujourd'hui, on peut citer 5 principaux axes de recherche, à commencer par les représentations, discrimination, citoyenneté. Et le second, famille, couple, transmission. Et donc, ce second axe s'intéresse particulièrement aux relations conjugales, familiales et intergénérationnelles dans ces familles immigrées
de cette partie de l'Asie en France. Et un troisième axe s'intéressera aux questions liées aux identités, plurielles hein, bien évidemment, et au processus de l'identification. Un quatrième axe porte sur les questions en lien avec la santé, le soin, vieillissement et alimentation. Un dernier axe que nous avons nommé jusqu'ici élite migration qualifiée, a vraiment pour intention de promouvoir, de combler en quelque sorte les lacunes qu'on trouve aujourd'hui dans les littératures sur les migrations asiatiques en France, à savoir que jusqu'ici, ce sont notamment des classes populaires et le working class qui ont été largement étudiés dans les études de migration asiatique en France, alors que les élites, ou bien autrement dit les migrants qualifiés ou leurs descendants qui ont obtenu des diplômes Bac plus 3, donc les personnes qualifiées, sont souvent sous-enquêtées. Et donc l'idée, c'est bien évidemment de ne pas invisibiliser les travaux qui portent sur les personnes en précarité, hein, bien évidemment, mais l'idée, c'est de mettre en avant, justement, nous sommes plusieurs au réseau MAF hein, qui travaillent sur ces questions de migration qualifiée. Et donc, et bien évidemment, je n'ai pas cité certaines approches hein, qui nous semblent bien évidemment transversales comme études du genre, comme la question de classe sociale, etc. Donc aujourd'hui, notre événement s'inscrit pleinement dans ce premier axe que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, représentation, discrimination et citoyenneté. Et je pense que tout à l'heure, dans la troisième partie, on aurait le temps d'en discuter. Voilà. Merci beaucoup, Simone, pour cette présentation du réseau de recherche MAF, qui a été très, très complète, hein, on peut le dire. Et donc, on comprend bien que c'est un réseau de recherche avec des personnes, donc des sociologues et des scientifiques, en fait, qualifiés qui vont nous décrire et analyser un peu la communauté asiatique en France dans sa globalité. Et on est très content du coup que ça soit fait, parce que je pense que justement on a besoin d'actions comme les vôtres pour progresser et pour faire augmenter notre visibilité dans la société française. Donc merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant du coup plus particulièrement aux travaux de recherche de Young, qui a en particulier analysé les discriminations et racisme au travail. Et donc concrètement, donc l'insertion en fait professionnelle des diplômés chinois en France. Donc c'est un sujet très précis là pour le coup. Donc on va peut-être commencer par demander Young, comment est-ce que tu es arrivé donc par ce parcours à étudier ce sujet en particulier, donc la sociologie de la diaspora chinoise. Merci Thomas pour cette introduction. Bon, je me présente d'abord. Hein. Je m'appelle Yong Li, je suis sociologue. Je travaille sur, entre autres, les migrations chinoises en France, et notamment les migrants qualifiés. Je suis venu en France en 2003. Je suis chinois né en Chine. Donc, je suis moi-même un migrant. Hein. Et en 2016, j'ai soutenu une thèse sur l'insertion professionnelle des diplômés chinois primo-arrivants en France. Puis, j'ai fait un postdoc à Paris, au Centre d'études de l'emploi et du travail. Et maintenant, je suis postdoc à l'École normale supérieure de Lyon. Donc, c'est un peu mon parcours. Et pourquoi travailler sur la diaspora chinoise et plus exactement sur les diplômés chinois primo-arrivants? Alors, tout d'abord, c'est un peu mon propre parcours. Donc, je connais bien les difficultés d'adaptation des primo-arrivants pour les avoir vécues moi-même. Donc, je voulais savoir comment se passe la réussite universitaire et l'insertion professionnelle de mes compatriotes. Il y a dans cette démarche une volonté de comprendre ma propre condition. Donc, voilà, donc le choix de ce sujet n'est pas innocent, il engage mon intérêt personnel. Et deuxièmement, c'est parce que ça s'inscrit dans un contexte
migratoire assez particulier. Parce que, rappelons, au début des années 2000, il y a eu l'explosion de nombre d'étudiants chinois dans le système universitaire français. Et entre 1998 et 2003, le nombre d'étudiants chinois en France s'est multiplié par 8. Donc, c'est une augmentation 10 fois plus importante que la tendance générale des étudiants, des étudiants étrangers. Donc, devant une telle évolution, les gens se posent naturellement des questions. Ils voulaient savoir voilà, les motivations de ces jeunes Chinois de venir en France, comprendre leur parcours, leur retour ou non-retour dans leur pays d'origine, mais aussi leur devenir professionnel. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes, parce qu'on se demande si l'université n'est pas envahie par les Chinois, parce qu'on voit vraiment les étudiants chinois partout. Et si on est encore capable d'accueillir une masse d'étudiants non francophones, parce que rappelons, la plupart des étudiants chinois sont non francophones avant de venir étudier en France. Et c'est dans ce contexte qu'en master, j'ai fait un mémoire sur la réussite universitaire des étudiants chinois à Rouen. Et puis, j'ai obtenu l'allocation de recherche pour conduire une thèse sur l'insertion professionnelle des diplômés chinois. C'était une thèse qui s'appuie sur une cinquantaine de récits de vie des diplômés chinois qui travaillent à Paris, mais aussi dans la région Haute-Normandie. En fait, à travers mes travaux, je cherche à montrer le vrai visage de ces jeunes Chinois. Donc, la réalité, c'est que ce sont des jeunes Chinois qui sont sous une énorme pression pour réussir, et parce que leurs parents s'investissent beaucoup dans leurs études à l'étranger. Et je montre aussi que la plupart des étudiants chinois réussissent malgré leurs difficultés initiales dans leur adaptation, aussi dans leurs études. Concernant le devenir professionnel de ces diplômés, donc, je montre aussi que la plupart des diplômés souhaitent travailler en France, non pas pour s'y installer, mais pour obtenir une première expérience, une expérience qu'ils considèrent comme très importante pour réussir leur réinsertion dans leur pays d'origine. Et c'est notamment le cas pour les diplômés des écoles d'ingénieurs qui ont beaucoup payé assez cher pour leur formation, et dont les formations sont assez appréciées sur le marché du travail français. D'accord. Donc, oui, en quelque sorte, donc, ces étudiants chinois que vous décrivez, ils ont choisi donc, dans un premier temps de vouloir travailler en France, plutôt comme une expérience à l'international, donc par rapport à leur propre expérience. Oui. D'accord. C'est intéressant à savoir, ça, à noter. Donc, c'est pas forcément leur premier souhait d'immigrer ou de s'installer et de vivre en France en particulier, quoi. Alors, au départ, ce n'était pas été conçu comme ça. Bon. Après, voilà, il y a d'autres processus sociologiques qui expliquent qu'une partie d'entre eux finissent par s'installer en France. Mm-hmm. D'accord. Notamment pour des raisons familiales, etc. Oui, bien sûr. Et donc, en préparant un peu à notre rencontre aujourd'hui, donc j'ai lu quelques articles que vous avez rédigés. Et sur un article justement sur la discrimination au travail des diplômés chinois, dans un de vos articles, vous dites, je cite, s'ils ne subissent pas une exclusion du marché du travail, ces diplômés souffrent de dévaluation par rapport à leur qualification. Qu'est-ce que ça représente concrètement et comment ça se caractérise? Oui, il faudra peut-être rappeler un petit peu comment dire, dans quel contexte je parle de discrimination, puisque c'est un thème assez polysémique, et aussi que je parle de plusieurs types de discrimination
dans mes travaux de recherche, en fait. D'abord, il faut rappeler qu'il y a une discrimination légale exercée par la politique d'immigration française sur les diplômés étrangers lorsqu'ils tentent d'intégrer le marché du travail français, puisque ils sont venus dans le but de faire leurs études, hein, donc avec un visa étudiant, et pour exercer un emploi à temps plein, il faut changer leur statut migratoire en passant par une procédure de changement de statut qui est assez coûteuse et assez longue. Rappelons aussi qu'au début des années 2000, la France a instauré une politique d'immigration dite choisie pour favoriser l'immigration de travail et pour attirer les immigrés qualifiés, notamment les diplômés étrangers. Mais je constate que la condition d'insertion des diplômés étrangers, y compris des diplômés chinois, n'ont pas fondamentalement changé avec cette politique. En réalité, les barrières institutionnelles à l'entrée du marché du travail français restent assez rigides. Je prends un exemple. En moyenne, il faut compter 5 mois pour obtenir un titre de séjour salarié. Et pendant ce temps-là, le diplômé étranger embauché ne peut pas signer un CDI. Il enchaîne de petits contrats et l'employeur qui embauche le diplômé étranger doit aussi verser une taxe patronale à l'État qui est équivalent à la moitié de salaire, d'un salaire mensuel brut de diplômé embauché. Donc, vous comprendrez que finalement, c'est un système de gestion de la main-d'œuvre étrangère assez contraignante et dissuasive, à la fois pour diplômés qui cherchent à trouver un travail en France, mais aussi pour leur employeur. Du coup, ça crée une relation de dépendance entre les diplômés et leur employeur, dans la mesure où ces derniers se portent garant pour eux, pour l'obtention de statut salarié. Donc là, il y a cette discrimination, si j'ose dire, légale, parce que ça s'appuie sur le critère de la nationalité, ça s'appuie sur la loi. Mais cette discrimination légale va engendrer aussi une discrimination illégale, dans la mesure où certains employeurs vont profiter de la précarité juridique de ces diplômés chinois pour essayer de réduire le coût du travail. Alors, il y a deux situations. Soit les employeurs, surtout dans les petites entreprises, ils sous-évaluent en quelque sorte les diplômés étrangers. On constate différentes sortes de dérives, par exemple l'emploi le travail sous-payé ou non payé, ou encore le travail sans RTT, etc. Ou dans une autre situation, les employeurs ils utilisent le changement de statut comme une carotte pour retenir un diplômé, sans faire aucune démarche pour eux, en fait. Voilà, donc il y a ces deux types de dérives. Donc l'idée pour moi, dans cette thèse, c'est de comprendre comment une discrimination légale est combinée avec une discrimination illégale pour produire des désavantages pour les diplômés chinois en France. Voilà. Donc c'est dans ce contexte dont je parle de la dévaluation. Alors, la dévaluation, pourquoi dévaluation? Parce que ce n'est pas seulement une question de l'exclusion. Quand on parle de l'exclusion, ça veut dire que les diplômés sont simplement évincés du marché du travail. Alors que ce n'est pas vraiment le cas pour les diplômés chinois, dans le sens où ils possèdent des diplômes, des compétences valorisées sur le marché du travail. Donc le problème, c'est plutôt une question de inclusion d'évaluer. Voilà. Donc concrètement, ça signifie que soit ils sont sous-payés par rapport à leur profil. Donc on parle dans ce cas-là d'un déclassement salarial.
Alors, soit ils occupent des postes qui sont au-dessous de leurs compétences ou de leurs qualifications. Là, on parle de classement professionnel, par exemple. Alors, il existe aussi une situation où les diplômés sont surreprésentés dans certains secteurs, certaines entreprises et certains métiers où ils développent des carrières plutôt précaires, où ils ont très faible chance de promotion. Voilà, donc tout ça pour te dire que ce n'est pas simplement une discrimination sous forme d'exclusion, mais une discrimination, ce que j'appelle une discrimination dévaluative. C'est-à-dire que, bon, ils sont pris, on a besoin d'eux, ils présentent un intérêt professionnel ou économique pour l'employeur, mais il existe d'autres formes de discrimination. Donc, il faut regarder tout ça. Il faut non seulement regarder comment ils cherchent leur travail, les difficultés dans leur recherche d'emploi, mais aussi de voir leurs conditions de l'emploi. La qualité de leur emploi, les conditions de travail, mais aussi, aussi l'évolution de leur carrière. Voilà. D'accord. C'est très intéressant de voir cette discrimination donc d'un côté juridique en fait finalement, où c'est la loi ou en tout cas le système oui, voilà. d'immigration en quelque sorte qui façonne un peu ces conditions de discrimination. Et par rapport à ça, dans les spécificités de cette discrimination, est-ce que le caractère de l'origine chinoise donc, oui. a engendré du coup des discriminations par rapport à leurs origines ou concrètement donc, oui. à favoriser un peu le racisme contre eux au travail. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, puisqu'on parle de discrimination et du racisme, voilà. Donc, il y a non seulement des discriminations légales ou des formes d'évaluation engendrées par cette configuration institutionnelle, il y a aussi des discriminations raciales basées sur l'origine ethnique perçue ou ce qu'on appelle sur la race, entre guillemets. Alors, la spécificité, à mon avis, c'est vraiment lié au les Chinois, ce sont des personnes discrètes, polies, travailleurs, mais finalement, ce sont des gens qui ne s'affirment pas. Déjà, ils parlent mal le français, ils sont toujours en retraite, et il y a aussi le stéréotype des Chinois qui sont compétents pour les tâches techniques et qui manquent de compétences sociales, communicationnelles. Voilà. Donc, ce sont des gens qui manquent finalement d'initiative ou de leadership. Voilà. Donc, je pense que ces stéréotypes sont des différentes implications pour les orientations professionnelles des diplômés chinois, mais aussi des implications sur l'évolution de leur carrière. Alors, concrètement, sur le terrain, je vois que des diplômés chinois, ils s'en servent dans certains métiers. Donc, ils sont concentrés dans certains métiers. Par exemple, les métiers de services informatiques, les métiers de comptabilité, d'audit ou encore de design de paysage. Bon, les raisons sont assez complexes. Il y a la question d'orientation professionnelle, il y a aussi de l'effet de la politique d'immigration qui cherche à attirer certains immigrés avec un certain profil particulier. Mais je pense que ça montre aussi l'effet des stéréotypes dans le monde du travail français, c'est-à-dire que les diplômés chinois sont considérés comme bons pour certains postes, certaines professions, pour certains niveaux de responsabilité, mais pas pour d'autres. Et
je pense que aussi il faut dire que il faudra souligner que les stéréotypes raciaux, c'est toujours genré. C'est-à-dire qu'il y a différents facteurs qui jouent en même temps. Voilà. Du coup, on voit que ce sont surtout les hommes chinois qui cristallisent en quelque sorte les stéréotypes raciaux. Et les expériences de discrimination ne sont pas forcément les mêmes pour les deux sexes. Et je pense qu'il y a aussi, comment dire, dans ce stéréotype raciaux, il y a aussi, puisque vous parlez de la particularité, je pense qu'il y a aussi une particularité, c'est que les diplômés chinois n'ont pas forcément conscience de subir des discriminations raciales. Alors, j'ai essayé d'approfondir un peu ce point dans mes différents travaux. C'est que, à mon avis, il peut y avoir différentes explications. C'est-à-dire que, tout d'abord, ils ont peut-être cet esprit de primo-arrivant. C'est-à-dire qu'ils se demandent si ce n'est pas eux-mêmes qui provoquent cette situation d'injustice. Voilà. Ils se demandent si c'est pas, le problème ne vient surtout pas d'un déficit de compétences de leur part. Donc, ils vont plutôt se remettre en question. Voilà. Ouais. Tout à fait. Donc, il y a une autre chose, c'est que comme le phénomène discriminatoire est toujours complexe, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Par exemple, dans le cas de jeunes Chinois que j'ai étudiés, ils sont d'abord étrangers, ils sont d'origine chinoise et ils ne maîtrisent pas parfaitement le français. Ils sont aussi les nouveaux entrants sur le marché du travail. Donc, ça veut dire qu'ils sont juniors, en quelque sorte. Voilà. Ils occupent des postes d'abord subalternes, dans un premier temps. Donc, comme tout ça, ça joue. En même temps, parfois, il est difficile pour les victimes de dire si ce qui leur est arrivé est vraiment du racisme. Donc, il y a cette difficulté de saisir le caractère proprement discriminatoire de leur expérience vécue. Et je pense qu'il y a un dernier point, c'est qu'il y a aussi cette image de minorité modèle que les Français se projettent sur les Chinois en général et les diplômés chinois en particulier. C'est-à-dire que quand vous êtes considéré comme faisant partie d'une minorité modèle, vous essayez parfois vous-même de vous y confirmer, de vous y conformer en quelque sorte. Oui. Voilà. C'est-à-dire que on considère que finalement, ça ne fait pas bonne presse d'en parler, de parler de notre expérience de discrimination, surtout dans le monde d'entreprise, qui est censé être méritocratique. Tout à fait. Donc, il y a probablement cette autocensure aussi de la part des victimes. C'est pourquoi, parmi les 23 diplômés que j'ai interviewés, il y a seulement quelques personnes qui m'ont déclaré eux-mêmes qu'ils sont victimes de discrimination raciale. Donc, sinon, voilà. Sinon, quand on analyse un peu leur situation de travail, on voit que il y a des situations de discrimination. Les personnes n'ont pas forcément la conscience qu'elles subissent des discriminations. Et éventuellement, d'un autre côté, peut-être que les personnes qui vont faire ces actes de discrimination, parfois ne sont même pas au courant qu'ils sont en train de discriminer les personnes avec qui ils travaillent. Donc, c'est peut-être dans les deux sens que… Oui, je suis tout à fait d'accord avec des analyses. C'est-à-dire que là, on parle du racisme ordinaire qui est tellement banalisé. Parfois, c'est même largement accepté dans certains milieux.
dans certaines situations. Par exemple, des blagues racistes ou une sorte de mise à distance implicite. Du coup, des interactions discriminatoires, racistes, ne sont pas représentées finalement par les personnes en interaction comme discriminatoires ou racistes. D'accord. Bah, c'est très intéressant de nous avoir un peu éclairci donc, la vision sur les étudiants chinois qui viennent travailler en France. Et même en tant que Français d'origine chinoise, parfois on n'est pas forcément au courant donc de leur parcours et de ce qu'ils peuvent forcément subir sur le marché du travail. Et justement, par rapport à cette discrimination, une dernière question par rapport donc à vos travaux de recherche, puisque vous l'avez élargi un peu ce sujet jusqu'aux Français d'origine chinoise. Et là, par rapport donc aux stéréotypes ou alors aux idées qui vont conduire à des discriminations, les Français d'origine chinoise ou les Français d'origine asiatique, globalement, ils ne vont pas forcément avoir ce problème de statut juridique, puisqu'ils sont de nationalité française. Tout à fait. Ils vont sans doute ne pas avoir de problème de maîtrise de la langue française non plus. Donc ça, c'est déjà quelques points qui vont différencier donc, les Français d'origine chinoise avec les diplômés chinois. Mais est-ce que donc vous avez élargi votre analyse jusqu'aux Français d'origine chinoise, mais est-ce que pour autant on retrouve quand même de la discrimination envers ces Français d'origine chinoise, malgré le fait que voilà, ils ont pas de problème de statut, ils n'ont pas de problème de maîtrise de la langue française. Comment est-ce que vous avez pu voir un peu ça? Oui, alors oui, je suis parti d'un constat que les discriminations et le racisme sont des phénomènes assez larges, qui dépassent le cadre de discrimination qui touchent les personnes, les diplômés primo-arrivants et qui dépassent le domaine du travail. Il est profondément ancré dans les représentations collectives, dans le fonctionnement des entreprises, mais aussi dans les institutions. Du coup, quand vous faites partie de minorités visibles, et c'est votre origine perçue, et c'est votre apparence physique qui attire l'hostilité ou le rejet des autres. Le fait d'être né en France, de posséder la nationalité française, d'être socialisé en France, d'avoir ce bagage culturel, linguistique, ne protège pas nécessairement des discriminations et du racisme. C'est pourquoi on voit que certaines personnes d'apparence asiatique, mais qui n'ont rien à voir avec la Chine ou les Chinois, sont aussi ensuite agressés, mis à distance pendant le Covid. Alors, c'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de prolonger ma recherche pour m'adresser à l'expérience des Français d'origine chinoise. Et dans les entretiens, parfois, mes enquêtés me disent aussi que quand les Français parlent des salariés d'origine chinoise, ils disent que les Chinois, la chinoise, etc. C'est comme s'ils sont assimilés à une seule catégorie, alors qu'il s'agit de gens qui n'ont pas le même parcours. Donc, je pense qu'il est nécessaire de prolonger cette recherche pour étudier aussi l'expérience des Français d'origine chinoise. Et ensuite, je pense qu'il y a un intérêt scientifique particulier dans l'expérience des personnes, des Français d'origine chinoise ou asiatique. Alors pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les diplômés chinois que j'ai étudiés, parce qu'ils sont définis avant tout par leur statut d'étranger, les discriminations qu'ils ont subies paraissent peut-être moins agressives
parce que bon, ça fait partie un petit peu de l'expérience naturelle de l'immigration, si vous me permettez cette expression. Et parce qu'ils sont nés en Chine et venus en France à l'âge adulte, il y a beaucoup de choses qui le séparent des jeunes Français natifs, et de sorte qu'il est parfois difficile de saisir le caractère proprement discriminatoire dans leur expérience vécue. Et tandis que les choses sont plus claires, à mon avis, pour les Français d'origine chinoise, parce qu'ils sont citoyens français de plein droit, et ils se sentent parfaitement français et égaux en droit. Mais parce qu'ils sont parfois confrontés aux discriminations et au racisme, et ces expériences paraissent vraiment scandaleuses ou insupportables pour ces personnes. Donc là, je pense que si on parle de racisation, ce processus de raciser les personnes, je pense que ces racisations paraissent sous une forme plus pure, en quelque sorte, dans le cas des jeunes Français d'origine chinoise, parce que bon, finalement, rien ne les distingue des autres, à part leur origine ethnique. Voilà. Donc, c'est aussi pour moi un moyen de mieux saisir les discriminations proprement racistes. Donc, je pense qu'il est intéressant de comparer les primo-arrivants et les Français d'origine asiatique ou chinoise pour comprendre comment cette expérience de discrimination varie selon la génération migratoire. Donc, je pense que c'est intéressant. Et aussi parce que jusqu'à aujourd'hui, comme disait Simon tout à l'heure, l'expérience de discrimination des jeunes Français d'origine chinoise ou asiatique n'ont pas fait l'objet de recherches approfondies. Donc, il est nécessaire d'éclairer cette zone d'ombre, à mon avis. Et je pense qu'il y a une troisième raison, c'est que c'est aussi un engagement personnel pour moi. C'est-à-dire que je vois qu'après la publication de mon article, de facto, ça a eu des échos chez les jeunes Français d'origine chinoise. Et Daniel m'a contacté après l'apparition de cet article. Donc, je me sens tout à fait solidaire avec des jeunes Français d'origine chinoise. Et nous sommes tous convaincus avec les amis de AGCF qu'il est nécessaire d'étudier les expériences de discrimination et de racisme des Français d'origine chinoise pour mieux combattre ces injustices. C'est pourquoi on a eu ce projet de recherche qu'on va parler tout à l'heure plus en détail. Bah, merci en tout cas. Je pense que c'est en effet très important de finir avec ce point, justement, de comment est-ce qu'on pourrait combattre donc, cette discrimination ou ce racisme ambiant. Et bien justement, c'est grâce aux sociologues comme toi et comme tous ceux qui travaillent au réseau MAF, justement de les analyser, de les comprendre, de pouvoir décrire ces phénomènes, d'avoir vraiment des recherches scientifiques qui soient abouties, pour ensuite prendre ça comme notre argument, entre guillemets, pour pouvoir mieux les combattre. Et je trouve ça, en ça, c'est super intéressant. Et on comprend maintenant, donc si je récapitule un peu, eh bien que le phénomène ou l'expérience de discrimination peut toucher n'importe quelle personne, au-delà de son parcours, au-delà du fait que voilà, ça soit un étudiant chinois qui vient étudier en France ou alors un Français d'origine chinoise. On peut tous être touchés, malgré voilà, toutes ces conditions. Et donc, c'est au-delà juste simplement donc, du statut juridique ou de la maîtrise de la langue qui vont faire justement en plus peut-être agrandir un peu les discriminations ou les voir d'un autre degré.
Mais en tout cas, on peut tous être un peu touchés par ça. Donc, merci en tout cas pour ces analyses. Et je vois qu'on a plusieurs questions qui ont été posées donc, par tous nos participants aujourd'hui là. Et là, je suis en train de lire les questions. Il y en a auxquelles on a déjà un peu répondu. Donc, quelques questions de Ling. Combien d'étudiants chinois est-ce que tu as rencontré? Je crois que tu l'as dit, c'était autour de 23 personnes, c'est ça? Alors, j'ai interviewé une cinquantaine de personnes, parce D'accord. que c'est une recherche qualitative, hein, sous forme de récits de vie, des entretiens, parfois avec des observations, mais aussi des suivis de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que j'ai interviewées plusieurs fois pendant plusieurs années. D'accord. Pour voir Ouais. un peu comment évolue leur expérience. Donc, Voilà. c'est vraiment ouais, un travail qui dure sur le temps aussi, qui est assez conséquent au final. Et ensuite, elle pose la question, quelles sont les études choisies pour ces étudiants chinois, Bac plus 5, Bac plus 8, école de commerce, école d'ingénieur, université? C'était quoi Oui, comme en fait, profil? je vais peut-être préciser hein, que je travaille essentiellement sur les diplômés chinois qui ont cherché du travail ou qui travaillent en France. Voilà. Déjà, là, on parle d'une minorité un peu privilégiée dans le sens où ils ont déjà eu une première confrontation avec le marché du travail. Il s'agit essentiellement des diplômés des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, mais aussi des formations, disons, appréciées hein, sur le marché du travail dans les universités. Par exemple, les formations les plus suivies par mes enquêtés, ce sont par exemple informatique, réseau informatique ou le système embarqué, ou encore la finance, comptabilité ou le design de paysage. D'accord. Ouais, donc au final, c'est très divers en fait. Hein. Ça C'est reste à la fois assez divers, mais finalement, c'est assez, comment dire, c'est assez concentré dans certaines spécialités, hein, puisque il y a déjà un effet de sélection. Voilà. En réalité, je crois que des choix de formation des étudiants chinois en France sont encore plus diversifiés. Et comme je travaille sur une population assez particulière, donc j'ai surtout les diplômés de ce profil-là. Ouais, d'accord. Et quand tu disais sélectionner, c'est un peu dans le sens où ces étudiants, quand ils étaient en Chine, ils se disaient, je vais aller étudier en France pour étudier ce domaine en particulier, parce que c'est réputé, ou c'est un peu comme ça aussi que la sélection, peut-être, elle s'est faite, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Okay. Je pense que il y a deux choses dans le mot sélection. C'est-à-dire, il y a d'abord autosélection. La migration, c'est par définition un processus d'autosélection. Voilà. C'est-à-dire que bon, la France attire beaucoup d'étudiants chinois, mais ça attire surtout des étudiants vers certains filières, certains domaines. Et il y a aussi les sélections par le marché, finalement. C'est-à-dire que tout le monde ne se présente pas sur le marché et que si vous présentez sur le marché, dans ce processus, il y a peut-être une grande partie qui ont été déjà éliminés avant de pouvoir trouver quelque chose sur le marché du travail. Voilà, c'est le cas de certains étudiants qui ont envoyé des centaines de CV sans avoir aucune réponse. Ils sont obligés de repartir en Chine. Donc, il y a aussi un effet de sélection sur le marché. Bien sûr. Oui. Puisqu'on cherche surtout des étudiants qui répondent aux besoins des entreprises françaises dans un contexte particulier.
Mm. Oui, après ça, c'est le marché du travail qui fait ça, entre guillemets. Oui, voilà. La Ouais, particularité des étudiants, c'est que parce qu'ils ne sont pas sélectionnés, ils ne peuvent pas rester en France. Voilà, donc on ne le retrouve plus, en quelque sorte. d'accord. Ouais. Très bien. Alors, une autre question de Christian qui pose la question des autres groupes migratoires, maghrébins, latins, nordiques, est-ce qu'ils subissent les mêmes types de discrimination au travail, salaire, etc. Est-ce que ça, Oui. tu as pu le voir un peu aussi ou pas? Alors, moi, je n'ai pas fait une recherche comparative, mais peut-être j'ai quelques éléments de réponse voilà, à travers mes lectures, documentaires et mes observations personnelles. C'est que d'après les grandes enquêtes sociologiques, on sait que finalement, les jeunes d'origine chinoise ou asiatique ou sud-asiatique, en général, ils subissent moins de discrimination raciale par rapport à certains groupes minoritaires, mais plus stigmatisés. C'est-à-dire que, bon, ils se trouvent dans une situation un peu intermédiaire entre, par exemple, des jeunes maghrébins et des jeunes d'origine espagnole ou portugaise, etc. Des jeunes issus des migrations européennes, par exemple. Donc, ils se trouvent vraiment dans une situation un peu intermédiaire. Et c'est le cas aussi dans l'accès au travail. Donc, ils rencontrent moins de difficultés que les jeunes d'origine africaine ou maghrébine. Je pense que les stéréotypes ne sont pas les mêmes. Hein. Beaucoup de personnes me disent, les enseignants, les personnes qui ont une expérience de recruter les Chinois, ils disent que, bon, finalement, on a des préjugés a priori positifs envers les jeunes Chinois, puisqu'on considère que ce sont des gens sérieux, travailleurs, productifs. Alors, les choses sont peut-être un peu plus subtiles, hein, c'est-à-dire que, bon, pour dire que les jeunes Chinois sont des minorités parmi les autres. Hein. Ils subissent aussi des discriminations, mais sous des formes différentes, avec une intensité différente. Voilà. D'accord. Bah, merci pour cette analyse, en tout cas. Je pense qu'on va faire une dernière question. Donc c'est Ling Li. Question un peu personnelle. Si Li Yong a envie d'y répondre. Comment se voit-il d'ici quelques années continuer ses recherches en France, dans un autre pays ou retourner en Chine? Peut-être que ça va refléter l'état d'esprit d'autres diplômés chinois, sans doute. Oui. C'est une question intéressante. Hein. Comme j'ai dit moi-même, c'est un petit peu mon propre parcours. J'essaie aussi de comprendre ma propre condition, mes chances personnelles d'évoluer dans le milieu professionnel français, etc. Moi, j'ai passé pratiquement la moitié de ma vie en France. J'ai aussi une fille qui aura grandi en France, pour des choses personnelles. Donc, je pense que mon avenir professionnel et personnel sera probablement plus lié à la France, tout simplement parce que j'ai construit beaucoup de choses en France. Voilà. Donc, je vois plutôt mon avenir professionnel en France, c'est-à-dire que je vais continuer à conduire des recherches sur les différents sujets, y compris discrimination et le racisme en France. Très bien. Voilà. Donc, je me sens tout à fait solitaire et, comment dire, faisant partie du communauté de destin avec les personnes d'origine asiatique ou chinoise en France. D'accord. Bah, merci en tout cas. Et du coup, par rapport à nos participants, pour faire évoluer justement les analyses de Young, de Simon et du réseau MAF, c'est vrai que
on a besoin donc de l'aide de tout le monde, entre guillemets, de vos témoignages, de vos idées également, pour pouvoir justement que leur projet de recherche puisse représenter le plus grand nombre de personnes possible, et pour que justement ça devienne un argument solide et des choses assez représentatives. Donc voilà, on va passer du coup à la troisième partie pour vous présenter dans le détail ce que la JCF et le réseau MAF comptent faire, et notamment avec des projets de témoignages, de recueil des témoignages, pour illustrer vraiment la diversité donc, en général de la communauté chinoise en France. Et donc avant de commencer notre événement aujourd'hui, on vous avait envoyé par mail un petit questionnaire. Donc, on a eu une dizaine de réponses. Voilà, donc je vais parcourir un peu cette dizaine de réponses pour voir si on peut déjà tirer des choses assez représentatives. Et ensuite, on va vous projeter une petite présentation pour que ça soit plus parlant. Une petite présentation pour vous expliquer notre projet en commun et comment est-ce que vous pouvez intervenir dans ce projet, y participer avec vos témoignages et votre expérience. Donc, on a fait plusieurs questions. Donc, une question, quelles sont les raisons qui vous motivent à participer à notre conférence? Donc, pour la majorité des personnes, une grande partie, c'était de pouvoir écouter et de s'informer. Pour d'autres personnes, en deuxième, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on pourra changer donc, la condition de la communauté chinoise en France notamment. Donc, je pense que par rapport à nos invités aussi, c'est quand même réconfortant de voir que maintenant, de plus en plus de personnes issues de la communauté chinoise ou pas s'intéressent à ces sujets et a envie de lutter contre toute forme de discrimination. Voilà, et on a une grande partie également, 60%, des gens qui disent qu'ils ont déjà eu des discriminations en raison de leur origine, de leur religion, de la couleur de peau, et que c'est un phénomène qui est assez répandu, donc malheureusement. Voilà. Alors, pensez-vous que les discriminations ethno-raciales touchent les Asiatiques en France? On a une grande majorité, plus de 80% des gens qui nous disent les Asiatiques sont autant touchés que les autres groupes minoritaires. Donc voilà, bien sûr que c'est pas le phénomène de discrimination, c'est pas seulement sur un groupe ou un tel, c'est général, hein. C'est bien sûr général. Voilà. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous documenter sur le phénomène des discriminations ethno-raciales en France? Là, c'est assez difficile de conclure. On a 60% de personnes qui nous disent oui et 40% qui nous disent non. Après, bien sûr, nos résultats, là, c'est sur un échantillon, donc encore pas assez important. Donc, peut-être pas assez représentatif, mais ça donne une idée. Donc voilà, peut-être que c'est sur du 50-50. Et à la fin donc, de notre questionnaire, on vous a demandé si vous souhaitez participer à une enquête sociologique avec nos sociologues, justement. Donc, on a eu plusieurs réponses et plusieurs contacts, numéro de téléphone et mail. Donc, je pense qu'après notre événement aujourd'hui, on va mettre ça en place et sans doute vous contacter donc, pour que vous puissiez nous témoigner de votre parcours et les discriminations que vous avez pu avoir. Et justement, toutes ces données, toutes ces expériences seront riches et pourront entre guillemets, renforcer un peu tous les échantillons donc, de nos sociologues pour pouvoir analyser avec un plus grand nombre de personnes possibles. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à travers notre événement aujourd'hui et sur nos réseaux sociaux également à témoigner si vous avez vraiment des témoignages qui sont intéressants dans votre entourage également, à nous les partager pour que ces travaux de recherche
deviennent importants et puissent avoir vraiment un poids suffisant en tant qu'argument contre cette lutte, contre cette discrimination. Donc, on va vous présenter la petite présentation et je vais demander également à Laetitia, donc notre présidente de la JCF, d'intervenir également avec Simone pour nous présenter pourquoi ce partenariat et qu'est-ce qu'on va faire ensemble et comment est-ce que vous allez pouvoir intervenir avec nous ensemble. Donc, on a la présentation. Donc, Laetitia, si tu es là, est-ce que Laetitia nous entend? Peut-être qu'il faudrait débloquer le micro. Et donc, après cette présentation, je précise que les personnes qui souhaitent témoigner, qui l'ont sans doute déjà mentionné, on va vous donner la parole pour pouvoir justement témoigner en direct et nous présenter un peu votre expérience par rapport à cette thématique des discriminations et votre vécu. Alors, est-ce que Laetitia... Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, là on entend Laetitia. Ah, on entend, d'accord, j'ai eu peur. Très bien, merci Thomas et bonjour à tous. Alors oui, effectivement, je vais parler donc avec Simone de ce partenariat, donc AJCF MAF. Alors pour expliquer en fait concrètement vers quoi on se dirige. Alors effectivement, tu l'as très bien dit Thomas, aujourd'hui c'est un peu l'événement pour inaugurer ce partenariat, mais en réalité ça fait maintenant à peu près, ça fait plus d'1 an je pense qu'on en parle, que j'ai fait la rencontre donc de Simone et de Lyon, qu'on a eu plusieurs rendez-vous durant lesquels on a pu rencontrer des partenaires institutionnels et surtout discuter plus concrètement en fait de ce qu'on voudrait faire ensemble. Et alors pour le coup, donc qu'est-ce que c'est ce partenariat MAF-AJCF? Donc c'est le réseau de recherche MAF, comme Simone l'a très bien présenté au tout début de l'événement, qui réunit voilà, des chercheurs, des sociologues, des spécialistes en tout genre et aussi d'autres personnes avec beaucoup de talent. Et de l'autre, donc on va dire les représentants du monde de la recherche, du monde académique, comme on a l'habitude de le dire. Et de l'autre côté, c'est l'Association des jeunes chinois de France, la JCF, on va dire, qui va apporter en fait toute son expérience, j'ai envie de dire tout son savoir-faire sur le terrain associatif, donc qui se veut être avant tout un terrain d'action, on va dire. Un terrain d'action, c'est-à-dire aussi bien du point de vue de la lutte, donc de la lutte concrète contre le racisme et contre les discriminations, mais aussi d'un point de vue de l'expression, tout simplement. Comme tu l'avais souligné, Thomas, de rendre la communauté asiatique, les communautés asiatiques plus visibles dans le paysage français, ce genre de choses. Et pour justement qu'on trouve notre place, qu'on trouve notre voix dans toute sa diversité, parce que bien sûr, ce n'est pas qu'une seule voix, et qu'on participe donc plus activement à la construction de cette société. Alors, je vais faire peut-être un rappel très très court sur la JCF, donc pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas surtout, ça fait à peu près 10 ans, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on existe. La JCF est née au cours de l'été 2009 et effectivement, à cette époque, ça c'est, comment dire, il y a eu cette volonté de se solidariser, en fait, de trouver une forme commune pour nous exprimer par rapport aux problématiques qui nous concernaient. Et c'est vrai que ça s'est dès le départ beaucoup axé sur la lutte contre le racisme. Donc voilà, c'était un contexte où des personnes d'origine asiatique étaient victimes d'agressions en plusieurs endroits de Paris, également dans des communes d'Île-de-France. Et voilà, et les jeunes, donc pour la plupart des Français d'origine asiatique, donc de deuxième génération, on va dire, ont voulu, voilà, un peu contrairement à leurs aînés qui avaient d'autres préoccupations, élever la voix,
en fait, et lever la voix pour dénoncer ce qui devait être dénoncé. Donc, ça s'est développé dans ce sens-là, et plus de 10 ans après, bien sûr, ça a continué son chemin. Aujourd'hui, la JCF est connue donc, pour son engagement, pour sa participation, bien sûr, aux grandes manifestations qu'il y a eu en 2016 après la mort de Zhang Chaolin, et en 2017 après la mort de Liu Xiaoyao, et encore l'été dernier pour une seconde manifestation qui avait eu lieu place de la République. Donc voilà, il y a tout ce genre d'actions qui ont été mises en place. Il y a également la condamnation du magazine Le Point, voilà, qui avait titré sur l'intrigante réussite des Chinois. Je les cite, bien entendu, et qui évidemment a été conclu donc, par un succès. Donc, le procès a été gagné, le journal Le Point a été condamné. Donc voilà, ce sont les actions concrètes. Aujourd'hui, la JCF est un interlocuteur pour plusieurs partenaires institutionnels, comme le Défenseur des droits, comme la DILCRA, donc la délégation interministérielle de lutte contre l'antisémitisme et le racisme, et également le ministère de l'Éducation, par exemple. Et j'en profite pour faire une transition d'ailleurs, parce que même s'il y a la lutte active qui travaille sur le plan de la dénonciation, au sein de la JCF, on a une conviction que, bon, je pense réelle, bien sûr, c'est que tout ce qui est... il y a énormément à faire du point de vue de l'éducation. Donc, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, Thomas. Il y a bien sûr beaucoup d'ignorance, voilà, qui font que les gens ne se rendent pas compte parfois qu'ils peuvent avoir un propos désobligeant, voire insultant, voire haineux. Voilà, ils vont juste plaisanter. Donc nous, on cherche vraiment à s'inscrire dans cette logique éducative, et on travaille donc concrètement dans les établissements scolaires. Voilà, on fait des interventions auprès du jeune public, justement pour essayer de déconstruire les préjugés et les mauvais réflexes dès le plus jeune âge, parce qu'on sait tous que ça commence très tôt, malheureusement. Et on a également, donc, on organise des événements, les conférences débats, des tables rondes, qui sont des occasions, en fait, d'échanger et de nous exprimer. J'ai été un peu... celui qu'on est en train de faire. Oui, exactement. Tout comme on est en train de faire. Merci Laetitia pour ta présentation donc, de notre association, la JCF. Et on va passer sur la prochaine slide et demander à Simone justement pourquoi est-ce que c'était important pour le réseau MAF de travailler avec nous, et c'était quoi la... Oui, Thomas, du coup, je pense que j'ai perdu quelques secondes de la fin de ta phrase. Oui, effectif du coup pour le réseau MAF. Oui, du coup, tout le monde m'entend, Thomas? C'est moi que vous entendez. Oui, c'est Thomas qui a un problème de connexion, je pense. Parce que moi, je t'entends, Simone. Oui, du coup, Thomas, est-ce que tu pourrais juste... j'ai raté en fait quelques secondes de ta dernière phrase, de ta question notamment. Pourquoi le partenariat entre MAF et AJCF? Alors, effectivement, nous, d'un point de vue scientifique, spécifiquement à cette question de discrimination subie par des personnes d'origine asiatique, reste mal connu, dans le sens, en fait, là, on voit que les travaux menés par Young et quelques autres collègues sont vraiment pas si nombreux pour pouvoir changer les visions de la population française en général.
hein, sur ces populations d'origine asiatique. Et donc, il nous a semblé que d'un côté, il y a un vrai intérêt de mener des enquêtes scientifiques sur ces questions, mais en même temps, nous ne sommes jamais en fait détachés de l'actualité, des actualités, de la réalité qui se passe dans cette société française. Et donc, il nous a semblé très important justement d'accorder une attention toute particulière aux actualités et les expériences de terrain. Et à ce titre, bien évidemment, la JCF, qui est très active sur le terrain, est vraiment un partenaire privilégié pour nous, puisque les expériences de terrain que vous avez collectées démontrent de façon récurrente l'ampleur, mais aussi l'intensité de ces discriminations et du racisme qui touchent les personnes d'origine asiatique. Donc, il nous a semblé d'autant plus que le caractère banalisé des expériences discriminantes combinées à une image véhiculée autour des populations d'origine asiatique en France, hein, d'une minorité modèle qui prime malheureusement dans la société française, empêche la question de discrimination asiatique les expériences, pardon, la question de ces expériences asiatiques des discriminations hébergées dans l'espace public. En quelque sorte, en tant que chercheurs, d'autant plus que nous sommes des sociologues ou anthropologues ou en tout cas qui pratiquent les sciences sociales de manière empirique, pour nous, c'est très, très important justement de pouvoir coopérer avec des acteurs associatifs comme vous, de pouvoir à la fois être plus proche de nos enquêtés, avec une posture, je dirais, presque thérapeutique ou en tout cas plus compréhensive hein, de nos enquêtés, et en même temps de pouvoir aussi valoriser les connaissances scientifiques à travers différents canaux de diffusion dont disposent les acteurs associatifs comme la GCF, de pouvoir aussi promouvoir et valoriser les savoirs scientifiques envers le grand public. Merci Simone pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui. Ouais. Ok. C'est bon, Thomas. Super. Donc, du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire pour faire participer tout le monde? On va vous demander de témoigner avec nous. C'est bon ça? Vous m'entendez encore ou Laetitia? Là, je t'ai entendu, mais de manière très saccadée. C'est pas grave, vas-y, continue et dis-nous comment est-ce qu'on va procéder sur ce partenariat et les projets qu'on mène ensemble. Oui, alors effectivement, donc, comme l'a expliqué Simone, donc le caractère inédit de notre partenariat, en fait, c'est vraiment cette rencontre du monde associatif et du monde académique. Hein. Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire, hein, parce que ce qui peut être reproché en général au monde académique, c'est justement son manque en fait d'influence et de participation concrète en fait aux questions de société. Et là, pour le coup, nous vraiment, on pense qu'on va à ce niveau-là innover. Voilà. Et du coup, pour de notre côté, à JCF, avoir l'occasion comme ça de collaborer avec des chercheurs, ça va également beaucoup nous apporter. Alors concrètement, comment ça va se passer? Donc, ça va se passer donc, dans le cadre de ce projet, donc le projet qu'on vous présente aujourd'hui, que Simeng a nommé un projet de recherche-action. Voilà. Donc, recherche avec le monde académique et l'action avec le monde associatif. Et bien sûr, en fait, concrètement,
une symbiose, une synergie en fait entre nos deux mondes. Donc c'est comme ça déjà que ça s'est mis en place lors de nos discussions pour élaborer ce projet, et c'est comme ça que ça va se poursuivre. C'est-à-dire qu'on ne va pas se faire une simple répartition des tâches. Nous, les acteurs associatifs, on va travailler, on va du moins apporter notre contribution à la recherche des sociologues, et de l'autre côté, les sociologues vont venir participer activement à toutes les opérations, j'ai envie de dire, de communication qu'on va mener. Donc, c'est vrai là, en fait, ce projet de recherche-action, en fait, va pouvoir se faire grâce au soutien du défenseur des droits. Que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, et justement qui s'occupe en fait de tout, je précise pour ceux qui ne savent pas, qui s'occupe quasi exclusivement de tout ce qui est lutte contre les discriminations en fait. Et j'ai envie de dire les discriminations vraiment dans le sens au sens le plus large du terme. Donc, ça peut être les discriminations liées à l'origine, donc liées à la couleur, ou alors liées à la religion. Ça peut être les discriminations liées à l'apparence physique, hein, parce que oui, ça existe aussi. Donc, tout ce qui fait qu'une personne, en fait, va être jugée, va être bloquée dans son accès à l'emploi ou dans d'autres aspects de sa vie à cause, justement, d'un a priori qu'on aura sur elle. Et donc ce projet, il a été nommé l'expérience des discriminations et du racisme des personnes d'origine asiatique, de l'Asie de l'Est et du Sud-Est en France. Et en fait, il y a, ça va se focaliser sur une population, hein, comme on dit, qui est de 20 à 35 ans, donc une population jeune, et une population diplômée, comme on dit, donc qui a au moins Bac plus 3. Voilà, ceux qu'on appelle les jeunes diplômés. Alors peut-être que Simone, tu peux préciser pourquoi vous avez... Allô? Oui. Pardon. Oui. Tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus? Oui, alors je pense que ça a été déjà évoqué lors de l'introduction, également rappelé dans la présentation faite par Young, hein, c'est-à-dire pourquoi avoir décidé de cibler une sous-population au sein de l'ensemble des personnes qui sont d'origine asiatique en France, à savoir distinguer par leur niveau d'éducation, parce qu'il nous a semblé que dans un premier temps, bien évidemment, comme on l'avait dit, les personnes qualifiées restent relativement peu étudiées, et en même temps, d'un point de vue davantage scientifique, hein, on pourra bien évidemment travailler sur le processus de socialisation et de resocialisation, c'est-à-dire dans quelle mesure le fait d'être éduqué, le fait d'être en contact avec l'ensemble des sphères publiques, hein, au-delà de la famille, pourrait changer la conscientisation de ces personnes touchées dans leur manière de rapporter les vécus et les expériences des discriminations et du racisme, dans quelle mesure ces expériences passées, notamment le fait d'être diplômé et d'avoir été en contact non seulement avec les communautés asiatiques dites ethniques, pourraient également changer leur façon de lutter contre les discriminations, de combattre ces discriminations et le racisme. Est-ce qu'il pourrait avoir diverses formes d'engagement politique, par exemple, pour cela. Et pourquoi avoir ciblé également les personnes qui ont entre 20 et 35 ans, ça c'est bien évidemment la première raison pour laquelle on fait ce choix, c'est en lien avec cette considération et notre attention qui porte sur le tournant générationnel, hein, qu'on est en train d'observer au sein des personnes d'origine asiatique en France, hein, dans le sens où en fait les descendants de migrants grandissent et ils ils terminent leurs études supérieures, ils commencent à accéder au marché du travail, etc. Tout cela fait qu'il y a une réelle demande de changement d'image,
de la part d'eux-mêmes et d'elles-mêmes sur les personnes d'origine asiatique en France. Donc, il y a un vrai enjeu en termes de représentation sociale et en termes d'identification. Donc, cela nous a semblé d'autant plus intéressant de cibler cette population jeune, en tout cas qui porte aussi l'avenir justement de comment ça va se passer en termes de lutte contre la discrimination et le racisme au sein de ces populations d'origine asiatique en France. Voilà, donc Laetitia, je ne sais pas si… Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, on va passer rapidement à la dernière partie de notre présentation, donc, parce qu'on en a déjà parlé depuis le début. Donc, concrètement, on lance un appel à témoignages. Ça a déjà été exprimé dans le questionnaire que vous avez reçu en vous inscrivant à cet événement. Donc, voilà, avec une question, entre guillemets, toute simple. Est-ce que vous avez déjà été victime de discrimination en société? Donc, j'ai envie de dire, ça peut vraiment être absolument partout, au travail. Et là, une question un peu plus contextuelle, mais qui, je pense, touche beaucoup d'entre nous. Est-ce que ça a pu vous arriver récemment, et c'est-à-dire dans le contexte du Covid, voilà, qui aurait impacté directement sur vous? Et plus globalement, est-ce que vous êtes intéressé donc par ce partenariat? Donc, ça peut très bien être pour nous donner un coup de main, j'ai envie de dire, de manière plus active là-dedans. Et si vous avez des talents, si vous êtes créatif, artistique ou autre, ou tout simplement motivé, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, dans les adresses mail qui sont juste en dessous. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, Thomas. Super. Du coup, merci donc pour cette petite présentation de mise en contexte, pour expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble, quel est le sujet du partenariat. Donc, si vous êtes intéressé d'abord par notre association, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur nos adresses mail. Et pour témoigner aussi, notre adresse qui est faite pour les témoignages. Donc, on prend bien sûr tous les témoignages que vous aurez à nous transmettre, et n'hésitez pas à les partager dans votre entourage. Du coup, là, concrètement, alors, est-ce qu'on a des personnes qui souhaiteraient témoigner en direct, et on va justement vous débloquer le micro pour parler de vive voix, puisque normalement, c'était un événement donc, dans une vraie salle de conférence pour que tout le monde puisse discuter directement avec nos invités. Là, donc, avec les moyens de conférences en ligne, on voudrait quand même néanmoins faire ce partage et cet échange pour que ça soit assez dynamique. Et les témoignages, voilà, c'est intéressant d'entendre les autres personnes nous parler de leur vécu, de leur expérience, de leur parcours. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient donc parler de vive voix? Je vois dans notre… on demande à… Alors, je crois qu'il y a Patrick ou Ling. Est-ce que vous souhaitez donc intervenir et on débloque votre micro pour nous partager en direct donc, votre expérience peut-être liée aux discriminations, ou si vous avez d'autres questions pour que l'échange soit plus vif. Oui, bonjour. Vous Oui, m'entendez? bonjour Patrick, donc Bonjour, enchanté. enchanté. Donc, moi, je vais vous parler de mon expérience parce que moi, je travaille en entreprise depuis plus de 10 ans déjà. C'est vrai que j'ai pas eu trop de mal à trouver du boulot. Je fais de l'informatique, le cliché encore, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est que en fait, on remarque c'est statistiques aux États-Unis, pas en France, que les éthiques travaillent plutôt bien à l'école. Vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet? C'est peut-être une discrimination positive, mais c'est un fait au moins statistique ethnique aux États-Unis. Pas en France, il n'y en a pas. Mais j'ai vu des articles aussi de ce type-là en France, même si les statistiques ne sont pas autorisées. Mais si vous regardez, moi je regarde souvent, c'est une chose dont je m'intéresse depuis quelques temps, parce que pour mon parcours personnel, c'est que
s'ils travaillent bien à l'école, on ne les retrouve pas en entreprise, justement. On ne les retrouve pas à des postes très haut placés. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un d'un parti politique qui m'a dit que ce n'était pas vrai, que ça pourrait arriver. On a quelques exemples en France avec l'ancienne ministre de l'économie numérique et l'actuel d'ailleurs également, Cédric O. Mais ce que j'observe à titre personnel, je le répète, ce n'est pas une généralité, c'est que dans l'entreprise, je pense que c'est un peu plus difficile d'avoir des promotions. Voilà. Donc l'entrée, elle est simplifiée, l'entrée dans l'entreprise. Mais après, pour les promotions, je ne sais pas, c'est mon avis personnel, elle est plus difficile. Donc il n'y a pas que l'entrée. L'entrée, c'est un pas, je suis d'accord avec vous. Mais après, il faut continuer à faire les statistiques au-dessus. Est-ce qu'il y a un plafond de verre? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être que d'autres entreprises, comme je l'ai écrit tout à l'heure, mettent en avant peut-être d'autres origines pour montrer que voilà, Harry Roselmack, vous vous souvenez, quand il est passé aux 20h, on a fait la une de tous les magazines, de tous les journaux, alors qu'aux États-Unis, il y a, ça fait pléthore d'années qu'il y a des personnes d'origine étrangère à la télé, dans tous les talk-shows. D'ailleurs, je crois que la personne la mieux payée, c'est Oprah Winfrey. Donc, voilà, donc je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une barrière ensuite, un plafond de verre, comme il peut y avoir pour les femmes, alors qu'on parle aujourd'hui beaucoup des femmes? Alors, si on est femme asiatique, je ne sais pas. Je ne suis pas asiatique. Je ne suis pas une femme, pardon. Donc voilà. Donc, est-ce que vous allez étudier ça également? Et pourquoi peut-être ce côté asiatique est moins répandu, ce racisme internalisé est moins parlé, il y a moins d'actions. Regardez, la dernière fois, vous avez dû voir le fameux sketch de Galema et de Kev Adams. Ils l'ont fait une fois, ils sont excusés, pas trop. Ils ont rediffusé, ils l'ont toujours pas coupé. Est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que ils se disent les Asiatiques, on peut toujours se moquer d'eux, c'est pas grave, il y aura jamais rien de concret qui sera fait contre eux. Vous faites ça comme d'habitude, c'est ce qu'on dit toujours, vous faites ça sur les Juifs, les Noirs, les Arabes. Là, vous avez voilà quoi, ça s'arrête tout de suite. Quoi. La polémique, elle est fait que plus personne, tout le monde fait ça. Alors, j'ai une théorie dessus, je vais vous la dire, je suis désolé, mais quand il y a eu les manifestations pour la personne qui est décédée, la dernière fois par la police, Liu Xiao, je crois, je ne sais plus exactement son nom. Liu Xiao, ouais. Voilà. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de voitures brûlées, il n'y a pas eu de magasins cassés. Voilà, ils l'ont fait. Vous avez fait la manif, j'y étais pas. Vous avez fait la manif, c'est bien. Et après, c'est fini. Et quand il y a des voitures brûlées, des voitures cassées, là, tout d'un coup, il y a des actions qui sont faites. On a vu l'histoire des Gilets jaunes, vous voyez, ils cassent des trucs, ils mettent des feux, ils attaquent l'Arc de Triomphe, je sais pas quoi. Je dis pas qu'il faut faire ça. Hein. Je dis seulement que, est-ce qu'il y a un moment, il faut pas aller plus fort. Les autres communautés ont des associations très puissantes. Le CRIF, le CRAN, tout le monde les connaît. Ils les invitent à chaque nouvel an, à chaque grosse fête. Les politiques, ils viennent d'ailleurs. Pour les Asiatiques, il y a peut-être votre association, je ne sais pas, qui fait quelque chose ou voilà. Merci Patrick pour ce partage d'informations et de témoignages un peu. Donc là, c'est un échange vif, hein, donc tu pourras répondre par rapport à ce que vont dire nos invités. Donc je ne sais pas si vous avez déjà des remarques. Par rapport, tu as évoqué plusieurs points, donc la condition de ces apparemment personnes qualifiées, mais qui n'arrivent pas à monter dans les grades, dans les grandes entreprises ou dans les institutions publiques en France. Et après, tu as parlé aussi donc, de cette lutte générale, mais qui semble ne pas marcher ou ne pas émouvoir plus de gens que ça, notamment sur les conditions de la communauté asiatique en France.
Ximeng ou Yong, est-ce que vous Ah, avez... je peux commencer peut-être avant de laisser la parole à Young pour qu'il revienne sur cette question de discrimination et du racisme subi au travail, notamment plus particulièrement cet effet de plafond de verre en entreprise. Je voulais juste réagir pour ajouter, pour apporter une petite précision en disant que justement notre projet avec la JCF et avec le soutien du défenseur des droits s'intéresse justement aux mécanismes de production des discriminations dans différents espaces sociaux, c'est-à-dire que nous avons identifié plusieurs espaces sociaux qui pourraient être des lieux de production des discriminations et donc parmi ces espaces sociaux, nous pourrions citer l'école, au travail, dans les lieux de soins, dans les services publics comme par exemple à la préfecture. Lors du renouvellement de titres au séjour pour les primo-arrivants, mais aussi ça peut être aussi pendant les procédures de mariage, hein, par exemple, mais également les lieux de sociabilité, etc. Donc l'idée, bien évidemment, voilà, c'est que vous avez souligné, Patrick, par rapport aux effets discriminatoires produits spécifiquement en entreprise, nous intéresse bien évidemment. Et donc, voilà, Young pourrait détailler davantage, mais c'est vrai que lors de nos discussions préalables hein, avec Young et avec d'autres membres du MAF, c'est vrai que nous faisons constat que effectivement l'entrée dans l'entreprise, en tout cas l'embauche de ces personnes d'origine asiatique en France pourrait être relativement facile, mais une fois entré en entreprise, pour pouvoir monter dans les échelons, il y a eu effectivement, il y a souvent eu ce type de plafond de verre. Donc Young peut-être pourrait compléter davantage. Oui. Merci Patrick pour vos témoignages et vos analyses. Je vais peut-être réagir juste par rapport aux trois points que vous avez soulevés. Oui, il est vrai qu'aux États-Unis, là où les statistiques ethniques existent, on a bien montré que finalement, les Asiatiques sont des bons élèves hein, à l'école, alors que leur performance scolaire ne donne pas vraiment une bonne rentabilité de leur capital scolaire dans le monde du travail. Donc, il y a un moindre taux de rentabilité de la part des Asiatiques. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer ce phénomène. À mon avis, c'est que ça montre très bien que l'école est un espace social peut-être plus égalitaire ou méritocratique que le monde du travail. Puisque dans le monde du travail, il y a, comme vous avez dit, c'est beaucoup plus difficile, c'est un monde concurrentiel et il y a beaucoup plus de périmètres qui jouent dans cet espace. Les sociologues ont soulevé, par exemple, le poids de réseau dans la question de promotion. Parce que historiquement, aux États-Unis, les managers sont constitués et majoritairement des hommes blancs. Donc, il y a probablement ce mécanisme de préférence pour un autrui séminaire qui joue dans la promotion. C'est-à-dire que si on veut promouvoir quelqu'un, on pense tout d'abord à quelqu'un qui nous ressemble. Voilà. Donc, il y a ce biais à la fois social, historique et cognitif qui joue peut-être dans ce mécanisme de sélection. C'est pourquoi certains Asiatiques aux États-Unis, ils s'appuient sur leur propre réseau pour avancer dans leur carrière ou à travers le parrainage avec quelqu'un qui est bienveillant, qui est blanc, mais qui veut vraiment promouvoir une diversité dans le monde d'entreprise. Vous avez parlé de questions de comment dire, pourquoi il y a moins, des revendications
des Asiatiques suite à la mort de Neo Surya, pourquoi ça fait moins de bruit, etc. Moi, je pense que vous avez raison de dire que finalement, l'espace public, c'est un espace concurrentiel aussi. Hein, c'est-à-dire, pour être visible, il vaut mieux faire peur, en quelque sorte. C'est-à-dire, ça dépend, la visibilité d'une minorité, ça dépend en quelque sorte de sa pouvoir de frapper l'opinion publique parfois avec Et de devenir un problème moyens, aussi. Pardon? Et de devenir un problème et d'être un problème en soi pour que les gens, justement… Oui, c'est-à-dire que le pouvoir de frapper l'opinion, parfois avec des moyens radicaux. Ben, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais je fais un constat de… Voilà, je fais juste un constat comme ça. Voilà, je sais plus le troisième point. Bon, oui, je pense que vous avez aussi dit, bon, on pense que c'est tout à fait acceptable de se moquer des Asiatiques dans les médias, dans la presse, et que ça n'a pas de conséquences. Je pense que ça rejoint un peu voilà, mon deuxième point, c'est-à-dire que bon, comme les Asiatiques sont cette image de minorité modèle, paisible, je pense que ça pèse aussi sur leur visibilité. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Ben, merci pour ces analyses, en tout cas qui nous expliquent un peu donc, tous les facteurs, hein, tous les facteurs qui vont agir sur le fait de pourquoi est-ce qu'on va avoir plus de proportions de personnes asiatiques ou non dans les hautes sphères des organisations, puisque c'est un milieu concurrentiel, voilà, il y a besoin du réseau, etc., de la personnalité de chacun également. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer et qui sont pas forcément présents à l'école. Ou à l'école, justement, tout le monde vient pour travailler avec leurs connaissances, etc. Donc, les facteurs sont différents. Oui, surtout puisqu'il y a des moyens standardisés, des moyens quantifiés de les évaluer. Alors, c'est pas toujours le cas. Voilà, dans le milieu de travail. Mais oui, de manière générale, c'est ce qu'on retient un peu. Et d'autre façon, dans la lutte en général, la JCF travaille avec de nombreux partenaires, donc de nombreuses associations, comme Laetitia, notre présidente, a pu l'évoquer tout à l'heure. Donc, on est participants et actifs dans cette lutte. Et bien sûr qu'on ne prenne pas la violence ou d'autres moyens pour arriver au droit. Même si c'est vrai que, d'après ce qu'on peut observer, eh bien, lorsqu'il y a des dégâts, eh bien, ça fait plus parler, malheureusement. Mais en tout cas, la JCF lutte, comme le réseau MAF, pour apporter de manière positive des pierres à cette construction de la lutte contre la discrimination. Merci Patrick pour les liens que tu as envoyés, hein, de statistiques que tu as envoyés dans la conversation, assez intéressant également. Donc, merci pour ce partage. Donc, la prochaine personne, on va demander à Alexandre, si je ne me trompe pas, qui a voulu également s'exprimer. Donc, est-ce qu'on peut démuter le micro d'Alexandre? C'est bon, vous m'entendez là? Oui, bonjour. Allô? Alexandre. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, en fait, mon vrai prénom, c'est pas Alexandre. Je voulais témoigner un peu anonymement et poser une question pas du tout évidente. C'est surtout sur la question, ça concerne surtout les hommes asiatiques. Il y a un des poncifs qui est très récurrent, qui est que les Chinois, c'est bien connu, ont tous une petite bite. Et qui a été répété dès mon adolescence et même encore aujourd'hui à l'âge de 30 ans dans la rue, quoi. Résultat, c'est difficile de bien me considérer sur tous les aspects du terme, amoureuse, aussi professionnelle ou lors des entretiens d'embauche où je ne peux pas m'affirmer. Et je voulais savoir comment faire pour remonter dans mon estime et dans ma confiance en moi, avec d'un côté cet harcèlement et de l'autre des difficultés à être bien dans ma peau. Et comment parler aux autres sans avoir la peur qu'ils aient de mauvaises pensées à cet égard, femmes comme autres hommes, quoi. D'accord, c'est un sujet de discrimination, hein. Là, on sort un peu du cadre du travail, mais en effet, donc c'est
ce que tu évoques, c'est plutôt les clichés. Donc les clichés, Oui, là, en l'occurrence. oui, le cliché sur les hommes asiatiques, ce ne sont pas des hommes alpha, ce ne sont pas des mecs alpha, c'est trop dans le spirituel et l'intellectuel et pas dans la force brutale, contrairement aux D'accord. autres. Ouais, donc les traits de caractère qui vont être associés à l'homme asiatique de manière générale. Et comment combattre ça et là, c'est plus du développement personnel et comment Ouais. se renforcer soi-même pour faire face Ouais. à ces clichés. Alors, je ne sais Ouais. pas si Simeng ou… Oui, à peu près ça, oui. ouais, merci. Est-ce que Simeng ou Young… Alors, je vais peut-être pas commencer à vous remercier pour avoir évoqué ces questions. C'est vrai que ça renvoie à une question assez sensible, alors que c'est comment dire, c'est un problème récurrent. J'ai envie de dire qu'il y a des analyses sociologiques aussi sur cette question, c'est-à-dire comme quoi dans les pays d'immigration, hein, on a des hommes professionnels chinois immigrés qui rencontrent aussi ce genre de préjugés et que les sociologues essaient d'analyser en termes de la notion de masculinité, hein, ou de virilité, puisque ça veut dire que selon les clichés, il y a des hommes qui sont plus hommes que les autres. Hein. Il y a des femmes qui sont plus femmes que les autres, plus féminines que les autres. Alors, c'est pourquoi, à mon avis, l'analyse de discrimination raciale ne peut pas, on ne peut pas l'analyser sans tenir compte aussi de la dimension de sexe, dimension de sexe d'abord dans le sens de genre, hein. C'est-à-dire que bon, les hommes rencontrent une autre catégorie de clichés qui les dévalorisent. Voilà. Alors que les femmes d'origine asiatique auront d'autres expériences, hein, sur ces questions de sexualité, etc. etc. Moi, je n'ai pas vraiment de choses à dire sur comment les surmonter ou voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer comme un moyen d'emploiement, comment dire, en potentiation. Moi, je pense que la première étape consiste à déconstruire tous ces clichés. C'est-à-dire que, bon, il y a des… On a toujours… comment dire… C'est-à-dire qu'il faut peut-être briser cette hiérarchie, hein, de masculinité. Puisque si on entre dans ce débat, on est un peu tombé dans le piège. C'est-à-dire que bon, c'est un moyen pour que la majorité utilise, hein, pour dévaloriser un peu les hommes asiatiques. Voilà. Moi, je pense que pour moi, la première étape, c'est de ne pas entrer dans ce piège. Et essayer de déconstruire des clichés et des préjugés. Est-ce que Simeng, tu as quelque chose à rajouter? Je partage tout à fait ce qui a été dit, hein, par Jung. Je pense qu'il ne faut surtout pas se mettre au même niveau que votre interlocuteur, hein, qui sort ce type de préjugés, de préjugés, mais aussi des stéréotypes, hein, vraiment liés à la sexualité et un peu plus largement à l'apparence physique. Alors que je pense que juste pour aussi déconstruire pour compléter ou en tout cas votre témoignage, il faudra aussi se rappeler que ces types de stéréotypes liés à la sexualité qui touchent les personnes d'origine asiatique ne concernent pas uniquement les hommes, hein, parce que les femmes, elles sont confrontées aux autres types de stéréotypes et de clichés socialement construits. Et là, je pense à plusieurs enquêtés que j'avais rencontrés lors de ma thèse doctorale qui s'est intéressée aux questions de souffrance psychique
et l'expression de ses souffrances, etc. Et donc, il y a un sujet très vaste. Mais en tout cas, j'ai rencontré des personnes d'origine chinoise qui sont des femmes qui me racontent des expériences désagréables qu'elles ont vécues pendant leur adolescence et même plus tard, lors de leur âge de jeune adulte, lorsqu'elles rencontrent leur conjoint. Et pour les cas auxquels je pense, ce sont des femmes plutôt hétérosexuelles, donc là je précise. Et donc effectivement, quand elles entrent sur le marché matrimonial, en tout cas quand elles rencontrent un futur conjoint qui leur plaise, etc. Et parfois elles reçoivent des remarques très stéréotypées liées à la sexualité de la part de ces hommes, quel que soit souvent des hommes d'origine non asiatique qui leur sortent des blagues comme quoi est-ce que tu pourras m'offrir un massage tel en tel, des choses comme ça, alors que rien à voir, la personne n'est pas du tout d'origine thaïlandaise et en plus même si cette personne est d'origine thaïlandaise, elle n'est pas censée faire le massage thaïlandais. Et donc tout ça pour vous dire que les femmes sont également solitaires aux hommes à ce propos, dans le sens en fait on ne peut pas s'y échapper malheureusement dans notre société. Il y a des gens qui répètent tout simplement des discours raccourcis. Et donc, je pense que justement, ça fait partie aussi de nos luttes, dans le sens, en fait, il faut aussi commencer, peut-être déjà à titre individuel, de ne pas se mettre au même niveau parce que vous êtes en train de vous rabattre. Si vous entrez dans son jeu, vous êtes piégé par ce type de discours et c'est pas agréable pour vous ni pour personne. Et à titre, je pense qu'au niveau collectif, il est important justement de sensibiliser la société et la population française en général pour éviter que ce type de discours stéréotypé se répète à l'avenir. Ouais. Ah, merci. Même si c'est pas évident de faire bouger les choses à l'heure actuelle. Merci quand même Alexandre pour ta question et merci à nos deux invités pour ces analyses. En effet, il ne faut pas forcément rentrer dans le jeu de ces clichés et en tout cas… il gueule très fort, mais bon, il gueule très fort, quoi. Voilà. Alors par contre, je crois que Patrick voulait bien réagir à nouveau. Donc si Patrick est toujours présent et souhaite toujours réagir, on peut te donner la… Oui, je suis là. Merci. Oui, c'était sur l'histoire du mal alpha ou tout ça. Je pense pas que… Enfin, après, c'est une question de confiance en soi. Personnellement, j'ai pas eu de problème particulier quand j'étais plus jeune. Bien sûr que j'avais un copain qui est black. Quand il va sur la piste de danse, ça tout de suite, voilà. Mais bon, après, sur quel type de fille il tombe, voilà, c'est différent, quoi. Donc, c'est pas forcément un mal d'être asiatique ou pas sur ce côté-là. Après, c'est aussi, je pense, au niveau de la culture, si on les présente pas comme des héros, si on les présente pas comme des sauveurs dans les films, tout ça, ça fait partie ça alimente le fait d'être une ethnie qui réussit ou qui est forte et voilà quoi. Donc Alexandre, le conseil que je pourrais lui donner, c'est d'aller. Et puis, si elles veulent pas, c'est pas. Et après, on peut pas excuser aux femmes de dire que c'est pas leur style. Les asiatiques, c'est chacun a ses goûts. Moi, peut-être je sais pas moi, les rousses, les brunes, c'est pas mon style. C'est pareil. Donc, c'est pas. Après, c'est aussi l'image de la culture dans les films, à la télé. Voilà, si on présente, je sais pas moi, les pompiers qui ont sauvé des vies, c'est un asiatique qui parle à la télé. Si, je sais pas, à la place de Fast and Furious, il y a un asiatique dedans. Dans d'autres films, il y a des asiatiques qui sauvent le vie. Will Smith, s'il était asiatique, à force de sauver des vies, peut-être que les asiatiques gagneraient en popularité. Mais je pense pas que je pense que c'est un manque de confiance. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le truc, la moyenne c'est 13 cm. Je sais pas sa taille. Donc, et puis, il y a des femmes parmi les trucs. Est-ce que vraiment c'est parce que on a un petit appareil que les femmes viennent ou pas? Je pense pas non plus. Donc, c'est plutôt les sentiments, les femmes qui recherchent que des sentiments.
après, c'est mon opinion personnelle, quoi. Donc, merci Patrick pour tes éléments de réponse. Ouais, en effet, hein, c'est une question de représentation et puis de confiance en soi également. Donc voilà, et comment les surpasser. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à la JCF, on a des ateliers de développement personnel. Donc si ça peut être intéressant pour vous, n'hésitez pas à suivre nos activités donc, sur nos réseaux sociaux. On propose des activités de développement personnel. Et justement, actuellement, nous sommes en période d'appel à candidature pour faire ce genre de projets, d'ateliers pour discuter de comment est-ce que on a sur beaucoup de sujets de développement personnel. Voilà. Donc il y a Priska qui souhaite intervenir. Donc on va donner la parole à Priska. Et par rapport au temps, donc je pense que Priska sera la dernière personne à intervenir. Bonjour. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, ça n'avait rien à voir avec ces questions de taille. Hein. Je voulais parler en fait plus sur mon expérience personnelle. Je ne suis pas asiatique, mais je suis noire. J'ai en fait une maîtresse asiatique dans l'école de ma fille. Ma fille fait du mandarin. Elle a 9 ans et dès le début de l'année, en fait, en présentation de tous les enseignants, elle est en CM1, mais elle a 4-5 enseignants différents déjà. Donc, ils ont présenté avec les noms de famille, les prénoms, les matières. Et puis, arrivé à cette personne, hein, c'était alors la prof de chinois. Bon, elle n'avait pas de prénom, hein, donc voilà. Et puis, au bout d'un moment, j'ai demandé, puisqu'on était en réunion, déjà tout le monde était en train de dire « Oh, mais si on parlait déjà correctement français, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir une... » Bon, après, ce n'était pas obligatoire. Hein. L'anglais, ça ne posait pas de problème. Les autres langues ne posaient pas de problème. Mais la prof de chinois, ça posait problème. Et puis, au bout d'un moment, je me dis « Mais elle s'appelle comment, cette dame, cette enseignante ?» Et on me dit, bon, qu'est-ce que j'en sais, c'est la prof de chinois. Alors là, ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, cette personne, elle est là depuis plusieurs années et que les enseignants, c'est le directeur d'école, les personnes au sein de l'école ne savaient même pas son prénom. Bon, mais ils savaient le prénom et le nom de ses autres collègues, mais pas elle. Bon, sur ça, je passe. Et puis au bout d'un moment, ma fille, nous, on a vécu en Asie, donc ma fille demande au bout d'un moment, est-ce qu'on fait du mandarin? Est-ce qu'on fait du cantonais? Et puis sa maîtresse principale dit c'est du chinois, quoi. Et j'ai trouvé ça. Et ma fille, elle revient, elle me dit non, c'est du chinois, quoi, maman, quoi. C'est pas compliqué, c'est du chinois. Et je me suis dit, mais comment on peut, dans une école, vouloir en fait enseigner à des enfants une langue, sans savoir comment s'appelle la maîtresse, c'est l'enseignant, alors que les autres, voilà. Et puis ensuite de ça, suite à ça, dans la classe, ça se passe très mal quand ils ont ce cours de mandarin. Parce que les enfants se permettent de lui dire des remarques racistes, se tirent les yeux dans tous les sens et tout ça, et lui font des blagues. Mais tout est parti déjà à partir du moment où il n'y avait aucun respect pour cette enseignante. Si il l'avait présenté normalement, si les parents avaient un comportement différent, je pense que ça aurait tout de suite mis aucune différence par rapport à elle et d'autres enseignants. Voilà, c'était un petit témoignage. Merci beaucoup, Priska, pour ce témoignage qui est très intéressant, donc qui parle finalement aussi de la discrimination au travail pour cette enseignante de langue chinoise. Et en effet, donc, je pense que le plus choquant peut-être, c'est que ça soit en plus dans une école, donc, où on a affaire avec des enfants. Donc des enfants, les enfants, ils vont copier ou ils vont voir comment est-ce que les adultes réagissent, et qui est donc peut-être à l'origine ou donc d'autres actes discriminatoires, donc malgré ces enfants. Hein. Et en effet, c'est assez troublant. C'est assez troublant comme témoignage. Est-ce que Young, tu as une réaction par rapport à ça? Oui, merci Priska pour votre témoignage. C'est assez troublant et à la fois, on dirait que c'est presque... ça me rappelle à quel point l'école n'est pas à l'abri du racisme et des stéréotypes racistes en fait. Parce qu'on a des collègues sociologues qui cherchent aussi à déchiffrer les racismes et les discriminations dans les écoles, dans les universités. Il y a notamment un programme de recherche qui s'appelle
cas discrets qui cherchent justement à déchiffrer ces formes de racisme à l'école, même dans les écoles les plus prestigieuses en France. Donc, je pense que vraiment, il y a une nécessité d'aller analyser ces racismes à l'école. Et moi-même, j'ajouterais que moi-même, parfois, on m'apprend comme l'enseignant du chinois. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est un stéréotype pour les chercheurs aussi. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un à l'école qui n'est pas élève, qui est enseignant, on dirait tout de suite qu'il est enseignant du chinois. On a du mal à imaginer que personne d'origine chinoise pourrait faire autre chose, enseigner d'autres matières que les Chinois. Voilà. Donc, c'est un stéréotype très ancré dans les représentations collectives, à mon sens. Merci Young pour ces éléments de réponse. En effet, hein, je pense que c'est que des clichés à déconstruire et ces actes discriminatoires également à pointer du doigt et à dire que c'est pas normal en fait, surtout dans l'enceinte de l'école où les enfants sont là, ils regardent comment est-ce que les adultes y réagissent et comme l'a dit Prisca à la fin, voilà, si l'enfant réagit après sur les mêmes calques, la même façon que comment est-ce que le directeur ou alors les autres professeurs de l'école réagissent, on ne peut pas en vouloir aux enfants. C'est bien tout cet environnement scolaire qui devrait condamner en fait ces actes discriminatoires. Et merci pour ce témoignage. Donc là, il est 16h34, donc on va terminer un peu notre conférence aujourd'hui. Donc merci à tous encore une fois d'avoir participé et vous pouvez retrouver cette conférence en ligne sur notre page sur notre compte YouTube. Voilà, et n'hésitez pas à continuer de suivre la JCF et le réseau MAF donc, sur vos réseaux sociaux. Je peux également vous annoncer que le mois prochain, on aura une autre conférence sur le cyberharcèlement en partenariat avec l'association Respect Zone, une association de juristes, donc, où on va parler particulièrement du cyberharcèlement et comment est-ce qu'on découvre, en fait, notamment après le Covid, donc tout ça, le cyberharcèlement, la cyberdiscrimination, etc. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Si vous avez d'autres questions sur les activités de la JCF, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à nous rejoindre pour construire avec nous, ensemble, donc, cette lutte contre la discrimination et faire mieux connaître la communauté chinoise en France à tout le monde. Et si vous avez des témoignages, n'oubliez pas encore une fois que vous pouvez donc nous contacter, nous témoigner et ça sera pris en compte dans les différents projets. On note aussi donc qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont souhaité témoigner. Donc, on vous contactera prochainement pour faire partie des personnes qui souhaiteront témoigner pour le projet AJCF et MAF. Merci à tout le monde et bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Young.